Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 3 avril et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le temps d'une étreinte ou l'histoire d'amitié entre Jesse Owens et Luce Long sous l'Allemagne nazie. Ce documentaire vient d'être projeté au théâtre Princesse Grace. Nous reviendrons sur une conférence organisée par la Monaco Mediterranean Foundation avec pour thème l'islamisme en France. Retour sur les déjeuners branchés. C'est une campagne de sensibilisation et d'information organisée par Fightets Monaco tout au long du mois de mars. Et enfin, votre invité Julien Vidal, blogueur mais aussi éco-responsable au quotidien. Journée symbolique au théâtre Princesse Grace avec la projection d'un documentaire, Le temps d'une étreinte, dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Ce documentaire retrace la rencontre avec Jesse Owens, un athlète afro-américain, et Luce Long, champion allemand, le champion même préféré d'Hitler. Cela se passe au JO de Berlin, sous l'Allemagne nazie. Sur la piste, c'est une autre histoire qui s'écrit, celle d'une amitié qui va naître entre les deux sportifs. Reportage de Dominique Poulain. Monaco s'associe à la semaine contre le racisme et l'antisémitisme en projetant un film documentaire qui retrace un moment paradoxal de l'histoire du sport et de l'histoire tout court. La scène se passe aux Jeux Olympiques de 1936. C'est l'histoire de Jesse Owens et de Luce Long. Le documentaire s'appelle « Le temps d'une étreinte ». Le film revient sur un épisode assez méconnu des JO de Berlin. C'est l'époque où Adolf Hitler les veut les plus grandioses possibles. Le Führer veut faire la promotion de la supériorité de la race aryenne avec cette compétition sportive. Mais un homme vient bouleverser tout cela. Cet homme, c'est Jesse Owens, un athlète noir qui va devenir le héros des Jeux en décrochant 4 médailles d'or. Et ces victoires vont faire de lui le premier sportif noir américain connu mondialement. Mais ce que le documentaire raconte réellement, c'est une autre histoire. La rencontre de Jesse Owens avec Luce Long. Ce dernier est le champion allemand par excellence, grand, blond, aux yeux bleus. Autrement dit, la vitrine de la race aryenne. Mais pendant les qualifications du saut en longueur, Luce aide Jesse à se qualifier. Et une grande complicité va naître entre les deux sportifs que tout oppose. C'est ce que le sport peut générer. La neutralité du sport, l'universalité du sport, cette règle unique qu'on partage tous, qui nous met en condition d'égalité, provoque une fraternité, la compréhension de la différence des cultures, des couches sociales, même des religions, etc. Et donc contribue à faire un monde meilleur. Il faut retenir le message qui est véhiculé, le vivre ensemble. Une amitié comme il est signalé dans le film entre deux personnes que tout peut opposer. Et finalement, dans le sport, tout a rassemblé. Quelques heures après les qualifications, lorsque Jesse Owens remporte le concours en battant le record olympique, Luce Long est le premier à venir le féliciter. Hitler est furieux, il quitte le stade olympique. Pour moi, le plus important dans cette histoire et ce que je retiens de ce film, c'est cette amitié entre les deux hommes qui a continué après la compétition et le fait que Jesse Owens est allé rencontrer le fils de Luce Long après la mort de Luce pour lui raconter cette histoire. Pour moi, c'est cela qui est symbolique. Ce n'est pas que le conseil de Long à Owens pendant les sauts, mais tout ce qui s'est passé après la compétition, de le féliciter, de le prendre dans ses bras et de continuer à vivre avec ses valeurs. Les deux sportifs restent amis jusqu'à ce que Luce Long décède lors du débarquement allié en Sicile durant la Seconde Guerre mondiale. Hitler a toujours cherché à cacher ces images, à dissimuler l'histoire d'une incroyable fraternité qui défia le régime nazi. Retour sur une conférence proposée par la Monaco Mediterranean Foundation. Habitué au père, cette fois-ci, c'est le fils qui s'est présenté devant le public monégasque. Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il évoquait lors de cette conférence l'islamisme en France. Alexandra Pani l'a rencontré. Tout le monde a en tête le terrorisme, qui n'est rien d'autre qu'une version militaire d'un concept politique. Le terrorisme, c'est évidemment un mode d'action politique au service d'une cause politique. Mais il y a également tout un tas d'actions qui sont des actions qu'on appelle de soft power, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément spectaculaires, qui peuvent même paraître rassurantes à côté de la violence du terrorisme, et qui sont des actions théorisées, notamment par les frères musulmans depuis un siècle, et qui expliquent comment l'islam minorité doit essayer de s'insérer dans
dans une organisation sociale pour croître et pour finir par prendre le pouvoir. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à l'Europe. Au fil des ans, j'ai vu par mes contacts, par mes dossiers, par les gens que je rencontre, j'ai observé un véritable changement sur la façon dont l'islam en France se développait. Et le point de bascule, c'est la guerre en Syrie. Il y a un théoricien du djihad qui s'appelle Al-Souri qui a écrit en 2005 un livre de 1200 pages dans lequel il explique comment l'islam doit conquérir l'Occident. Et il dit qu'il faut que l'islam s'appuie sur les enfants d'émigrés qui n'arrivent pas à s'insérer et qu'il faut tout faire pour qu'ils ne s'insèrent pas en Occident, mais que la bascule, ce sera quand ces enfants auront un théâtre d'opération militaire pour se former. Or, ce théâtre d'opération militaire pour se former, il existe depuis 2012, c'est la Syrie et l'Irak. Et donc, il y a eu au début de la décennie une véritable bascule qui permet de combiner à la fois ce soft power et cette conquête doctrinale petit à petit de l'islamisme et une branche beaucoup plus radicale et presque militaire qui frappe la France depuis 4 ans et qui n'a pas fini de la frapper. C'est véritablement un ennemi de l'intérieur. Ce sont des enfants pour la plupart de la 3e, voire de la 4e génération d'immigration en Europe et en particulier en France. La plupart d'entre eux sont français sur 150 en gros terroristes qui ont frappé la France depuis le début 2015. Il y en a 130 qui sont français. Donc ce sont des gens qui sont jusqu'à maintenant tous musulmans, mais français. Et donc c'est effectivement un ennemi de l'intérieur. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. La principauté construit l'avenir, c'est le titre de l'édition 2019 du Best of Monaco. Cette parution annuelle est toujours très attendue, elle vient d'être officiellement présentée au Méridien Sea Club. Les engagements institutionnels, les chantiers en cours ou à venir y sont recensés, mais il est également question des temps forts qui ont marqué les récents mois et de l'actualité sous toutes ses formes. Dans le domaine de la lutte contre le sida, la prévention reste un des enjeux majeurs. Pour cela, Fight-Aids Monaco organise très régulièrement des campagnes de sensibilisation et d'information, et tout particulièrement auprès des jeunes. Ça a été le cas tout au long du mois de mars avec les déjeuners branchés auxquels a assisté Patricia Navarro. La formule a fait ses preuves depuis plus de 10 ans. De petites tables rondes, pas plus de 7 ou 8 lycéens et 1 ou 2 adultes. Les déjeuners branchés sont un précieux outil dans le domaine de la prévention du VIH-Sida. Une nouvelle session vient d'être organisée au lycée technique et hôtelier. C'était sur l'initiative d'une élève, c'est l'idée d'une élève d'Isabelle Roux, qui est du foyer socio-éducatif, et qui a eu cette idée de faire des déjeuners branchés, qu'on vienne directement au contact des élèves pour pouvoir leur parler de prévention du VIH et voilà, les informer un peu plus. Fight-Aids Monaco est associé à la Croix-Rouge monégasque dans l'organisation de ces déjeuners branchés, avec bien sûr l'aval de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Pour encadrer ces jeunes et libérer la parole, des membres de Fight-Aids Monaco, de la Croix-Rouge, mais aussi des personnels du lycée jouent les médiateurs. Ils savent déjà qui je suis et peut-être pour eux c'est plus facile que pour les autres animateurs, dans le sens où il y a déjà un climat de confiance et peut-être qu'ils osent plus facilement se dévoiler rapidement. C'est une volonté délibérée de parler d'autre chose avant de parler plus en détail de ce qui vous amène? Je leur demande déjà où ils en sont aujourd'hui et j'essaie de les faire projeter à l'âge de 30 ans, où ils auront une vie de famille, donc une vie amoureuse avec des enfants. Et le but, c'est quand même d'arriver à cette vie-là en n'ayant pas attrapé ni le VIH ni une autre IST. On les met à l'aise très vite en leur disant que de toute façon, ce repas, tout ce qui sera dit durant ce repas est confidentiel. Donc on les met à l'aise tout de suite et c'est vrai qu'ils se livrent assez facilement. Moi j'ai été très surprise, ça fait seulement 3 ans que je participe au déjeuner branché et c'est vrai qu'on peut échanger en toute liberté et c'est vrai que ma position dans le lycée finalement ne les bloque pas plus que ça, au contraire je pense. À chacun sa technique donc pour ouvrir la discussion et faire parler ces jeunes, mais le résultat est là. Comme on peut parler tous ensemble de ça, il y a des familles qui ne peuvent pas parler de ça chez eux, donc c'est bien et surtout Zaza est super pour ça, donc il faut faire très attention et puis c'est pas un jeu, on se pose plein de questions et c'est bien de les poser maintenant et de ne pas les poser par exemple chez nous parce que des fois c'est tabou et on ne peut pas en parler. Moi c'est surtout pour la prévention avant d'être contaminé et savoir qu'est-ce qu'il faut, les méthodes à prendre avant
d'être contaminés. Et tout au long du mois de mars 2019, ce sont ainsi pas moins de 6 déjeuners branchés qui ont été organisés au lycée technique et hôtelier. Direction le Yacht Club pour votre invité du week-end. Sandrine Nègre a pu s'entretenir avec Julien Vidal, blogueur, mais aussi acteur de l'éco-responsabilité au quotidien à l'occasion de la conférence annuelle de la transition énergétique. On les écoute. Julien Vidal, merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Merci à vous. On est à proximité de l'eau, donc on va bien sûr être amené à parler de gestes écologiques liés peut-être à l'environnement marin. Mais avant toute chose, comme vous êtes en principauté à l'occasion de cette grande conférence annuelle de la mission pour la transition énergétique, j'aimerais peut-être que vous nous disiez comment vous êtes parvenu à Monaco. Quels moyens de transport avez-vous utilisé pour que les téléspectateurs comprennent bien jusqu'où va votre engagement? Rien d'extraordinaire, je suis venu en train depuis Paris. Donc vous n'avez pas pris l'avion, c'est quand même une bonne chose. Ah bah oui, ça me paraît tellement évident, mais c'est vrai, il faut le dire à voix haute peut-être. Alors justement, vous, ça vous paraît évident, tous ces gestes que vous proposez d'ailleurs et qu'on peut découvrir sur le www.sacommenceparmoi.org. Ce sont des gestes assez simples quand on les voit, sincèrement. Vous avez employé le terme d'évident. Est-ce qu'autour de vous, vous sentez justement que les mentalités changent et que certaines personnes qui peut-être par le passé auraient eu tendance à dire ça ne me paraît pas évident, au contraire les appliquent un petit peu plus aujourd'hui? Je pense que non seulement ça permet aux personnes qui en fait le faisaient déjà d'oser s'affirmer, mais aussi aux personnes qui les faisaient malgré elles sans s'en rendre compte, de se dire mais en fait je suis déjà en mouvement parce que de temps en temps je privilégie une nourriture végétarienne, de temps en temps j'achète des produits d'occasion, etc., etc. Et tout ça en fait, ça fait partie de cette économie collaborative, de l'usage plutôt que la propriété. Et puis effectivement, il y a de plus en plus maintenant de personnes pour qui parler de ça et se mettre en mouvement concernant ces sujets de l'éco-citoyenneté, ça devient non seulement évident mais nécessaire. Et ça c'est assez exponentiel et satisfaisant de voir qu'on n'est plus un extraterrestre quand on parle de ces sujets. Est-ce que l'idée, c'est aussi de transmettre un message aux jeunes pour que, aller peut-être dès les premières années, de bons gestes soient accomplis au quotidien? Je vais être un peu provoquant, mais non, en fait, les jeunes, ils n'ont pas besoin de nous. Les jeunes, ils savent très bien ce qu'il faut faire et quand on va dans sa vraie nature, en fait, on est déjà relié au vivant et je le vois énormément en ce moment. Il y a beaucoup de parents qui viennent dans les ateliers, dans les conférences que j'anime en me disant mais on a besoin de nous mettre en cohérence parce qu'on voit que nos enfants ont non seulement ce besoin, mais cette envie et nous poussent à le faire parce que pour eux, c'est naturel. Et donc les jeunes, ils sont là, ils sont pleins d'énergie. Et dans les messages que j'entends des jeunes qui prennent la parole sur ces sujets en ce moment, je me dis mais quelle maturité à 13, 15, 16, 18, 20 ans. Moi j'étais incapable de dire ça. Le message maintenant, il est pour ceux qui décident de notre monde et qui ont eux plus 40, 50, 60 ans, mais qui se mettent en mouvement aussi parce qu'ils le voient à travers leurs enfants, leurs petits-enfants. On a parlé au tout début de cet entretien du train plutôt que l'avion. Est-ce que vous avez comme ça en tête peut-être 2-3 autres exemples à nous citer pour justement que nos téléspectateurs entendent que c'est véritablement très simple? Mais il y en a 440 des actions sur sacommenceparmoi.org, donc effectivement c'est très long. Mais la première que j'ai mise en place, c'est un stop pub collé sur ma boîte aux lettres. Ça paraît évident. Ça beaucoup vraiment, de papier. Et ça permet 40 kg de papier par foyer par an. C'est quand même pas rien. C'est loin d'être négligeable. Et puis ensuite, on se dit, tiens, un autre geste évident, ce serait de ne pas utiliser son sèche-linge et de faire sécher son linge sur un tankerville, parce que le sèche-linge fait partie des machines les plus énergivores dans un foyer. Et d'autres choses qui peuvent paraître en fait évidentes, ça serait justement, la prochaine fois, plutôt que de partir en week-end à Venise et de prendre l'avion pour 2 jours, se dire, maintenant on va prendre le train et puis on va partir dans l'autre sens, à Bruges. Et Bruges, c'est à 3 heures et c'est très joli. Et le gain en termes d'émissions de CO2, il est extraordinaire. Est-ce que l'idée aussi, peut-être, c'est parfois en tout cas de repenser aussi à ce qui se faisait par le passé? Je vous donne l'exemple de tous ces sacs qu'on utilise maintenant pour aller faire nos courses. Moi, on a souvenir quand même de nos grands-parents qui, quand ils allaient sur les marchés, avaient, enfin en partant de chez eux, leur propre cabas
mettez tout dedans et ne revenez pas avec 50 sacs à la maison. Alors maintenant, ce qui est formidable, c'est justement l'interdiction de tous ces sacs plastiques à usage unique. Mais c'est vrai que le recours au cabas, c'est assez traditionnel finalement et on l'utilisait déjà par le passé. Je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, nécessité faisait loi. Parce qu'il n'y avait pas cette surabondance et on n'était pas capable de faire traverser des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres à un morceau de plastique pour le mettre dans une salade et puis l'utiliser en cuillère pendant 2 minutes et puis le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, on a une surabondance de notre énergie et de nos matières premières qui fait qu'on ne s'en rend plus compte et qu'on gâche tout. Mais je crois que c'est aussi redonner de la valeur à tout ce qui nous entoure et de se dire qu'en fait, avoir tous ces objets qui font notre quotidien, c'est pas si évident que ça, c'est pas autant un automatisme que ce qu'on veut nous faire croire. Les sacs en plastique, c'est l'exemple parfait. On prend un sac en plastique, on le jette et puis c'est terminé. Alors qu'effectivement, le cabas, c'est exactement le même service en fait. Limiter aussi peut-être le gaspillage en se disant que certains objets ou certains vêtements, vous en parliez aussi au début de cet entretien, peuvent avoir une seconde vie finalement auprès d'autres personnes aussi. Bien sûr. Moi, le premier exercice que j'ai fait, c'était d'ouvrir ma penderie et de me rendre compte que si je voulais, j'étais plus obligé d'acheter des vêtements pendant 5-10 ans parce que j'avais tellement de choses. Mais on a l'impression que ça change de mode et puis on se dit « Ah mais c'est bon, je l'ai suffisamment porté ». Alors qu'en fait, c'est là. Et ça, l'industrie textile, ça a un impact considérable. Une toute dernière question, Julien. Nous sommes ici en Principauté et on a la chance d'avoir un chef d'État, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui est très engagé pour la protection de l'environnement et ce, depuis de très nombreuses années. Quel regard peut-être portez-vous là-dessus? J'imagine qu'à vos yeux, le fait que des chefs d'État comme cela s'impliquent, c'est aussi très porteur pour l'avenir. On est face à une urgence qui, de toute manière, nous oblige de rentrer sur ces sujets par la fenêtre, le garage et même par le trou de la serrure. Donc effectivement, que des personnes qui ont un rayonnement international se saisissent de ces sujets, osent les aborder et montrer que c'est possible de le faire avec ambition, c'est forcément bon à prendre. C'est comme tout. Après, il faut garder son esprit critique, se permettre encore d'aller plus loin. Vous, à Monaco, vous avez cette chance extraordinaire de pouvoir expérimenter à l'échelle d'un groupement d'individus d'une quarantaine de milliers de personnes le contact et la transition qui marche vraiment. Et puis en plus, vous êtes en contact de la nature directe. Donc vous la voyez tout de suite évoluer. Là, on voit des nature. poissons, par exemple. Vous voyez la chute de la biodiversité, vous vivez ça dans votre quotidien. Et donc ça, c'est une raison supplémentaire, une source d'énergie supplémentaire, une motivation supplémentaire pour être encore plus ambitieux dans l'action. Le message, il est vraiment là. 440 actions actuellement existent sur Ça commence par moi. Et bien voilà, dès demain, ça sera 1, puis 2, puis 3. Je pense que effectivement, les petits pas, ils méritent aujourd'hui d'être des immenses foulées pour qu'on puisse s'y mettre tous dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup, Julien. Avec Merci plaisir, pour tout cet éclairage. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Va-t-il y avoir une amélioration? La réponse avec la météo. Après un mercredi pluvieux, la journée de jeudi sera légèrement plus agréable. Le temps couvert laissera la place à un temps clair l'après-midi. Vendredi, un temps sec et des apparitions plus fréquentes du soleil. Les températures resteront fraîches par rapport aux jours précédents, comprises entre 7 degrés le matin et 14 dans l'après-midi. Samedi, nouvelle détérioration du temps avec le retour des nuages, mais toujours un temps sec. Dimanche, pas d'amélioration et des gouttes de pluie annoncées. Le début de semaine prochaine sera marqué par une alternance de pluie, soleil et nuages. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.